Merci beaucoup. Je vais commencer en vous rappelant de mauvais souvenirs. Souvenirs d'école. Souvenirs de, on va dire, de CM1. Faut vous imaginer en CM1. Là, déjà, ça commence, on sent que c'est un peu tendu pour toi. On est en CM1, mais tranquillement, bien au fond de la classe. Il est 15h30, c'est bientôt l'heure de la récré. On devrait pouvoir pousser l'aiguille jusqu'à l'heure de la récré. Et en général, c'est le moment que choisit l'instit pour dire « On va passer à la récitation ». Là, le moment de la récitation, je suis sûr que même vous l'avez eu là. Hein, ce moment où il y a un petit truc dans l'estomac, on se dit « Ah non, pourvu que ce soit pas moi, pourvu que ce soit pas moi, pourvu que ce soit pas moi, pourvu que ce soit pas moi ». Et puis l'instit est là. « Pascal ». « Ah non, c'est moi ». Bon bah, faut y aller quoi. Alors, on y va. Alors, on part de là, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on voit toutes les têtes des camarades. Et puis en général, ils sont contents parce que c'est pas eux, quoi. Alors, on arrive là, tranquillement. On se retrouve devant eux. Et là, je la revis, hein, cette sensation-là, tellement c'est présent. Mais bon, on a appris sa récitation. Donc, ça devrait aller, on devrait pouvoir donner tous les mots dans le bon ordre. Alors, on y va. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé. Vous connaissez celle-là? Paul Fort, voilà. Bon bref, on a bien dit tous les mots dans le bon ordre, alors qu'est-ce qui se passe? On a quand même une bonne note. Et on est soulagé. Pour autant, là, l'élève que j'ai incarné n'a établi aucune connexion avec son public, on est d'accord. Il ne s'est rien passé. J'ai juste balancé des mots devant une assistance qui attendait l'heure de la récréation. Et malheureusement, parfois, c'est un peu ce qui peut se passer dans des présentations professionnelles où on se retrouve face à un public à donner beaucoup de mots, alors beaucoup d'informations, non pas pour satisfaire la note que va nous donner un instit, mais peut-être pour satisfaire des clients, des supérieurs hiérarchiques. Bref, on se retrouve à parler, en général, à un PowerPoint. Hein, on a le PowerPoint, on se raccroche au PowerPoint. C'est un doudou, le PowerPoint. On est là, puis on fait des mouvements devant, un peu comme si on était Miss ou Mister Météo. Hop, voilà, tac, 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 tac. Et on donne des infos, et à la fin, on a une bonne note, c'est-à-dire que ben voilà, les gens sont plutôt satisfaits que la réunion soit terminée. Alors moi, je vais vous donner 2 clés pour éviter ça, pour éviter ces moments où on vient juste donner de l'information, ces moments où, quand vous êtes à cette place-ci, vous risquez de vous ennuyer et de penser à autre chose. Ces 2 clés, c'est la première, enfilez votre costume d'orateur ou d'oratrice. Et la deuxième, c'est devenez conteur ou conteuse. Enfilez votre costume d'oratrice ou d'orateur. Ça veut dire quoi? Alors, pour parler de ça, je vais faire appel à un personnage qui est un comédien, c'est Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, pour vous, il a l'image, quelle image il renvoie? C'est quelqu'un de bougon, jamais content, râleur, tout ça. Jean-Pierre Bacry, c'est le gars, il va être là et puis il va vous faire... Non, mais je dis pas que t'es nul, je dis juste que ce que tu as fait, c'est pas terrible. C'est pas bien. Enfin, c'est nul, quoi. Ça m'agace d'ailleurs que tu fasses des trucs nuls. Tiens, ça m'énerve d'être agacé comme ça. Oui, Jean-Pierre Bacry, hein, vous voyez le style. Alors, évidemment, Jean-Pierre Bacry, il n'est pas comme ça dans la vraie vie de tous les jours. Sinon, il n'aurait pas d'amis, pas de femmes, pas de chiens, rien. Mais Jean-Pierre Bacry, quand il tourne, quand il est devant une caméra, ou alors quand il est dans une émission de radio, une émission de télé, il endosse ce costume-là. Et ses mots, son corps, sa voix décident d'être dans le bougon, dans le râleur, dans le pas content. C'est ce qu'on appelle la congruence. Quand les mots, le corps, la voix vont tous dans le même sens. Alors évidemment, vous, quand vous prenez la parole face à un public, vous n'allez pas enfiler votre costume de bougon, de râleur, de Jean-Pierre Bacry. On est sur autre chose. Vous, quand vous prenez la parole en public, c'est que vous voulez peut-être que les gens qui sont en face de vous
se mettre en action. Donc vous voulez transmettre quelque chose de plus enthousiaste, de plus dynamique. Vous voulez que les gens aient envie de vous suivre. Bref, vous n'êtes pas là pour informer. Quand vous prenez la parole en public, vous êtes là pour convaincre. Toujours, on est toujours là pour convaincre quelque chose. Ça n'arrive jamais qu'on prenne la parole juste pour donner des informations. Parce que les informations qu'on vient de donner, eh ben, elles sont importantes. Les informations qu'on vient de donner, on les donne bien pour que les gens en fassent quelque chose. Alors, pour moi, déjà, il y a 3 choses à mettre en place là-dedans. Quand on veut prendre la parole en public, avec enthousiasme, avec dynamique et pour convaincre. La première, c'est ce que j'appelle l'ancrage au sol. L'ancrage au sol, vous savez, c'est ce moment où on décide d'avoir les 2 pieds bien ancrés dans le sol pour éviter ce que j'appelle la danse des années 80. Qui dansait comme ça dans les années 80? Et tu chantes, ce refrain qui te... Ça vous parle un peu? Après, il y a des gens aussi qui n'étaient pas trop nés dans les années 80, peut-être. En tout cas, je vous garantis que dans les années 80, on dansait comme ça. Donc, l'ancrage au sol, c'est pour éviter cette fameuse petite danse des années 80. Et ça, surtout, ça vous installe dans la posture de leadership, entre guillemets, dans votre posture de « je vais engager mon public ». Deuxième chose à mettre en place, c'est le sourire. Le sourire, c'est essentiel dans la prise de parole pour créer de la connexion avec les gens. Parce que la connexion, c'est essentiel dans la prise de parole. Alors moi, j'ai un truc pour sourire à tous les coups, avant toute prise de parole. Je l'utilise à chaque fois. Je l'ai utilisé là. C'est que je pense à mes enfants. Mes enfants, ils ont 10 ans et 8 ans. Ils sont adorables comme tout. Quand je pense à eux, ça me fait sourire. Si vous avez des enfants adolescents, c'est un peu plus... On sent que ça... Non, pas les deux, pardon. C'est un peu plus complexe. Alors dans ce cas, vous pouvez penser à votre conjoint, votre conjointe, un gâteau au chocolat, un mojito, enfin quelque chose qui vous fait sourire. Et automatiquement, le sourire. Allez, je pensais au mojito. Non, il n'y en a pas. Bon, et la troisième chose, après l'ancrage au sol, le sourire, c'est la connexion visuelle, le regard. Connecter avec les gens visuels. Alors moi, il m'arrive parfois, dans une formation en prise de parole en public, d'avoir quelqu'un qui a du mal à créer cet engagement, ce dynamisme, à décider de convaincre son public de venir avec lui. Par exemple, on va l'appeler Bertrand. Bertrand, il va arriver puis il va me faire bon, bah voilà, je suis Bertrand, je suis ingénieur en informatique. Donc mon métier, c'est de transcrire en ligne de code des cahiers des charges. Vous voyez, c'est pas hyper enthousiasmant. Hein. Mais c'est pas que les mots qui sont pas enthousiasmants, c'est aussi l'attitude. Alors dans ce cas-là, moi, Bertrand, que j'ai en face de moi, et je le fais vraiment en formation, je lui dis, Bertrand, tu vas imaginer que tu es un prédicateur à l'américaine. Et là, Bertrand me fait, un prédicateur à l'américaine, vraiment? Ouais, vas-y, essaye. Tu ne feras pas dans la vraie vie, mais essaye. Vous voyez tout ce que c'est qu'un prédicateur à l'américaine, une prédicatrice à l'américaine, hein, c'est un gars ou une nana qui est là, and the Lord will come. Alors par contre, le public est ouf aussi dans ces trucs-là. Hein. Donc là, j'ai besoin de vous. Hein. Le public est là. Hallelujah, he is right. Oh, vous voyez le truc. Hein. Donc là, je compte sur vous. Hein. On est tous des oufs ce soir. Donc je vais refaire. Hein. Le prédicateur américain. And the Lord will come. Hallelujah. Thank you. And he will save every single soul in this room. Come on. But only if you deserve it. Hallelujah! 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 Hein? On peut, on y arrive. Alors, je dis à Bertrand de faire ça. Et Bertrand me dit, t'es sûr? Je lui dis, vas-y, essaye. Donc Bertrand a le sentiment qu'il est en train de faire. Je suis ingénieur en informatique. Hey, c'est enthousiasmant, hein? Mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers des charges. Ouais, super. Alors bien sûr, Bertrand, il part de là. Il a l'impression d'être là, mais en vrai, ce que vous observez, c'est pas du tout ce que je viens de faire. En vrai, ce que vous observez, c'est Bertrand qui dit je suis ingénieur en informatique. Mon métier, c'est de traduire en ligne de code des cahiers des charges. Et lui, il a l'impression de faire un truc de malade, mais en vrai, c'est parfaitement approprié ce qu'il fait pour une prise de parole en public. Donc, c'est vraiment cette première clé qui est importante. Enfiler votre costume d'orateur. Ce n'est pas se trahir que de décider d'enfiler un costume avant de prendre la parole. C'est juste décider de montrer une face de nous qu'on a envie de montrer au public.
On a tous cette personnalité qui peut être enthousiaste, qui peut être dynamique. C'est ça qu'il faut montrer souvent dans la prise de parole en public. Et deuxièmement, deuxième clé, devenez conteuse, devenez conteur. Vous avez toutes et tous deux trésors incroyables. C'est votre corps et votre voix. Et avec votre corps et votre voix, on peut sortir deux phrases qu'il faut utiliser tout le temps. La première, c'est que le temps est votre allié, et ensuite que l'espace est infini. Qu'est-ce que j'entends par là? Le temps est votre allié, parce que justement, ce qui va être le plus impactant, c'est l'absence de voix, c'est les silences. Alors là, on en a un qui est champion du monde de ça, c'est un grand philosophe, c'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, quand il prend la parole, il fait des silences incroyables, ce qui fait qu'il raconte n'importe quoi, on est d'accord, Jean-Claude Van Damme, hein, mais on l'écoute quand même. Jean-Claude Van Damme, il va le faire. Les silences, ça sert à trois choses. First, ça permet aux gens de comprendre ce que tu viens de dire. Ok. Second, ça te permet à toi de réfléchir à ce que tu vas dire après. T'as compris? Et third, ça te permet de rester aware. Vous voyez, Jean-Claude Van Damme, il utilise les silences à bon escient. J'aurais pu vous raconter la recette de la soupe aux choux. Vous auriez été attentif, pareil. Les silences, c'est ultra puissant. Il y en a un qui l'a bien compris, ça. C'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, dans les années 70, c'était ça. J'ai décidé de me présenter à la présidence de la République. Il était super excité. Et un jour, il y a sa fille, Claude Chirac, qui lui a dit « Non, mais papa, il faut que tu te calmes. Si tu veux devenir vraiment président, il faut que... Voilà, les Français, ils ont besoin de quelqu'un qui soit un peu posé. » Alors, il a travaillé là-dessus. Il a travaillé sur les silences. Et Jacques Chirac, dans les années 90, on l'a tous connu comme ça. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Bonne gestion des silences, lequel a été élu, c'est le Chirac des années 90. Et il essayait, je vous jure, depuis 1974, il n'arrêtait pas d'essayer. C'est pas que grâce à ça, mais la communication est rentrée là-dedans. Il a décidé de devenir conteur avec cette utilisation des silences. Le silence, le temps est votre ami. Et puis l'espace est infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de la même manière que j'avais mon Bertrand qui n'était pas assez enthousiaste, pas assez dynamique, je peux avoir une stagiaire aussi en formation, on va l'appeler Sophie, et Sophie, elle parle bien, mais elle n'occupe pas assez l'espace. Elle va se faire toute petite. Elle va dire, voilà, moi je suis contrôleuse de gestion, donc mon métier c'est de faire des tableaux de bord et des budgets. Vous voyez, les petits jets, je me rétrécis, je n'ose pas occuper l'espace. Et là, avec Sophie, je lui ai dit, Sophie, tu vois Gérard Depardieu? Et Sophie me fait, ouais. Vous voyez tous Gérard Depardieu, hein, 8 mètres de haut, 4 mètres de large, 900 kilos. Quand il parle, on le voit à 10 km. Quand il parle, on l'entend à 20 km. Bref, Gérard Depardieu. Et là, Sophie, 1m61, me dit, ouais. Et elle voit le truc venir parce qu'elle a vu Bertrand avant. Alors, Sophie, tu vas imaginer que tu es Gérard Depardieu. Ah non, t'es sûr? Ouais, vas-y. Donc là, elle imagine encore une fois qu'elle est en train de faire... Je suis contrôleuse de gestion. Mon métier, c'est de faire des tableaux de bord et d'établir des budgets. Hein. Elle imagine qu'elle fait ça. Évidemment, c'est la même chose comme elle part de là et qu'elle pense arriver là. Au final, Sophie, ce qu'elle fait vraiment, c'est « Je suis contrôleuse de gestion. Mon métier, c'est d'établir des tableaux de bord et de faire des budgets. » Et ça, c'est parfaitement approprié pour une prise de parole en public, alors qu'elle a l'impression de faire un truc absolument clownesque. Parce qu'elle a appliqué une technique de prise d'espace, technique théâtrale de prise d'espace. Et en faisant Gérard Depardieu, elle s'attribue les qualités qu'on attribue habituellement à Gérard Depardieu, le charisme, la confiance en soi, le leadership, la capacité à emmener les foules. Elle n'imite pas Gérard Depardieu, elle incarne Gérard Depardieu. Et c'est comme ça qu'elle progresse aussi dans sa prise de parole en public, parce qu'elle devient conteuse. Donc voilà ces deux clés. La première,
Si vous voulez sortir de toutes ces prises de parole où on donne juste de l'information, mais si vous voulez incarner votre prise de parole, enfilez votre costume d'oratrice, enfilez votre costume d'orateur. Et la deuxième, devenez conteuse, devenez conteur. Acceptez que quand vous êtes face à un public, vous êtes sur scène. Parce que dans prendre la parole en public, il y a 3 mots essentiels. Le premier mot, c'est parole. Parole. La parole, ce n'est pas des écrits que l'on dit. Non, la parole, ce n'est pas juste des mots. La parole, c'est une incarnation de mots, avec le corps, avec la voix. Deuxième mot important, c'est le mot prendre, dans prendre la parole en public. Parce que si on vous donne la parole, il faut la prendre. Et prendre la parole face à un public, prendre la parole face à un public, c'est décider de s'engager à 100%. C'est décider, même quand on vient parler juste un quart d'heure, de mouiller sa chemise et d'y aller. Et le troisième mot important dans prendre la parole en public, c'est c'est public. Le plus important dans une prise de parole en public, c'est le public. Parce que le public est toujours le héros de ce que vous êtes venu raconter. Et ce public-là, il faut l'emmener d'un point A à un point B. Prendre la parole en public. Et si vous décidez de prendre la parole en public déjà en appliquant ces 2 clés, en sortant un peu des sentiers battus, des prises de parole en public habituelles et ronronnantes qu'on peut voir en entreprise, alors vous verrez votre impact augmenter de manière incroyable. Merci.